Bonjour, donc aujourd'hui nous accueillons Anne et Denis pour un échange d'expériences autour de la plus-value du collaboratif dans l'innovation publique territoriale. Donc je propose de commencer par une première question. Est-ce que vous pourriez décrire chacun en 2 minutes une expérience qui vous a marqué d'innovation publique collaborative? Bonjour. Mon expérience de l'innovation collaborative est dans le contexte de MOOC citoyens qui ont rassemblé un assez grand nombre de participants d'horizons très divers dans une même intention de transformation personnelle et de transition sociétale, à la fois transition écologique et citoyenne. Et ces personnes ont réalisé plusieurs choses innovantes en même temps, à la fois le fait d'apprendre ensemble et puis d'apprendre en faisant. Et dans notre culture et notre rapport au savoir, il se trouve que ce sont encore des choses innovantes aujourd'hui. Et toi, Denis, quelle expérience tu as envie de Alors moi j'en parler? aurais plein à citer, mais une de celles que je préfère actuellement, c'est l'université de l'innovation collaborative, publique et territoriale du CNFPT. C'est une extraordinaire expérience dans laquelle on co-construit avec des cadres territoriaux, des gens qui ont envie de transformer le monde territorial, d'accompagner ces transformations. Donc ça se passe comme ça, on a une équipe qui se réunit sous forme d'atelier. Et c'est une équipe qui est assez large, puisque ça peut être, la première année, c'était 40 à 50 contributeurs qui se sont réunis à 4 reprises pour préparer une université. La deuxième année, on était peut-être 70 personnes. Et la troisième année, on a décidé d'essaimer, on doit être à peu près 200 co-contributeurs à bâtir cette université collaborative. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée un moment inclusif où dès qu'on est en contact avec une collectivité, un acteur de l'innovation, on lui dit « rejoins-nous, quelle est la place que tu as envie de prendre ?» Donc c'est quelque chose d'inclusif, de vivant. Chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter en tant que conférencier, en tant que facilitateur, en tant que porteur de défis territorial, en tant que rapporteur, en tant qu'organisateur, en tant que vidéaste. Donc il y a plein de rôles possibles, de conférenciers. Et toute cette énergie se met au service du bien commun. C'est ça que je trouve passionnant dans cette aventure. Et du coup, au regard de vos expériences, quelles sont les postures en fait, des différentes parties prenantes, contributeurs, acteurs, voilà, qui sont nécessaires, qui fonctionnent dans ces dispositifs? Alors, dans ce MOOC citoyen, donc c'était 15 000 personnes, donc extrêmement variées. Ce qui était encouragé, c'était une posture commune de se poser à soi-même la question « qu'est-ce que je peux apporter de meilleur ? Quel est le meilleur moi-même que je puis mettre au service de ce projet, de cette expérience ?» Et puis aussi de prendre la responsabilité de la façon dont je communique, de la façon dont je contribue. Alors, en termes de valeurs, ça renvoie à la souveraineté individuelle. Et si j'ai ma souveraineté, je respecte aussi celle d'autrui. Donc je peux me changer moi-même, mais je ne cherche pas à changer les autres. Ça, c'est la première valeur socle. La deuxième, évidemment, c'est la bienveillance, qui est la contrepartie immédiate. Et puis la troisième, c'est l'engagement. Alors, la bienveillance, elle s'applique à soi-même, elle s'applique à autrui, elle s'applique aussi au cadre, au dispositif proposé. Et puis l'engagement, c'est aussi poursuivre, persévérer, mettre mon courage dans cette aventure, et puis ma créativité pour pouvoir justement aller vers des choses un peu différentes, un peu nouvelles, et l'assumer. Oui, je voudrais juste ajouter que quand on prend ce triptyque de valeurs, il y a quelque chose de transformant au niveau de l'énergie, au niveau de mon énergie. C'est-à-dire que ça m'invite à être avec, à faire avec ce qui est autour de moi, et non plus à me positionner pour, contre, dans ce dualisme qu'on connaît bien et qui est un petit peu celui du monde ancien. Toi, Denis, tu aurais des choses à rajouter par rapport à ces postures? Je suis en phase avec beaucoup des postures qui ont été énoncées. Moi, que j'aime bien aussi, pour compléter, parce que je suis vraiment en phase avec ce que tu as dit, c'est une logique de don contre don, ou en tout cas de donner sans attendre de recevoir. C'est-à-dire on donne au collectif, et peut-être que le collectif va nous redonner quelque chose, on ne sait pas. Mais souvent, ça peut fonctionner. Donc c'est un moteur qu'on enclenche, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc ça, c'est
Il y a quelque chose de cette nature. Il y a quelque chose d'une autre nature que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée d'apprendre et de se surprendre à apprendre des choses collectivement. Donc la curiosité, le fait qu'ensemble on va apprendre des choses et réaliser des choses qu'on n'aurait pas pu apprendre ou faire seul. Et ça, c'est un moteur incroyable parce que quand ça fonctionne, on se dit « Waouh, on l'a fait ». C'est pas évident. Réaliser tous ensemble à 50 l'organisation d'une université d'été, c'est pas habituel. On a plutôt l'impression que c'est toujours un petit groupe d'organisateurs. Et de le faire collectivement et de se dépasser, c'est un plaisir qui est décuplé derrière. Une expérience de coopération et d'innovation irréversible. J'y reviendrai. Et puis, le troisième, je pense qu'il y a un côté de joie. Moi, j'adore, dès que je suis dans un environnement, mettre de la musique, essayer de dire, allons-y, faisons-nous plaisir, parce que c'est un moteur de l'action, c'est un moteur du collaboratif. Voilà, prendre du plaisir à ce qu'on fait. Parfois, c'est dur d'innover, donc autant le faire avec plaisir et se soutenir tous ensemble. Voilà, c'est ça les trois grandes valeurs, postures que j'aurais aimé partager. Et du coup, qu'est-ce que ça produit en plus? Qu'est-ce qu'on peut observer comme résultat, comme impact par rapport au fait, parce qu'en fait, quand on dit innovation collaborative, on dit bah oui, mais tout le monde innove et chaque jour, en fait, on peut innover seul aussi. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous diriez comme plus-value de cette coopération, de cette collaboration? Je veux bien répondre. Ouais, je continue. Je suis chaud. Alors, ce que je trouve que ça apporte comme plus-value, c'est justement la création d'engagement, voire même de construction d'imaginaire ensemble. Et ça, c'est un premier élément. Donc, on a l'impression que c'est complètement déconnecté du réel, mais sans imaginaire, les projets ne se réalisent pas. Et quand on a un imaginaire qui se cristallise, qui commence à prendre forme, alors il y a une coalescence des acteurs, de réseaux qui se met en place pour passer à l'acte et pour faire des premiers pas. Et ça, c'est déjà beaucoup de valeur, parce que quand on ne sait pas, quand on n'ose pas, il n'y a rien qui se passe. Créer de l'imaginaire, faire un premier pas, et puis après, on observe des résultats. Et moi, j'ai été bluffé, lors de la 2e université de l'innovation, de voir que 2 participants ont reçu des prix de l'innovation avec des choses très concrètes, comme un système de vélo partagé dans une commune rurale, où ils ont repris des vieux vélos à la casse, ils les ont repeints aux couleurs de la collectivité, et puis ils les ont mis à disposition des habitants. Donc ça, c'est juste génial. Et puis une autre collectivité qui, là aussi, a reçu un prix par rapport à une logique d'intrapreneuriat. Donc là, il se passe des choses très, très opérationnelles, très, très concrètes. Moi, c'est ça qui me semble intéressant, c'est de produire des vrais effets. Pour compléter ce que tu dis, dans ces MOOC citoyens, ce que j'ai vu en participant à l'animation et en suivant après les effets, c'est que beaucoup de personnes qui avaient des envies, des intuitions, finalement se sont vues renforcées dans leur capacité d'agir individuellement et collectivement, et que ces intuitions sont devenues des projets concrets, se sont réalisées dans des délais finalement assez courts, parce que c'était concret et parce que ces personnes étaient renforcées dans leur croyance qu'elles allaient y arriver. Donc ça, on ne l'obtient pas seul. Seul, souvent, on reste un peu tributaire de ses craintes, de ses propres autolimitations. Est-ce qu'il y a des conditions pour que ça fonctionne, en fait on parle de bienveillance, de valeurs, et puis des fois ça reste juste des injonctions, ou parfois les participants sont déçus parce qu'ils ont participé à des démarches de coopération et puis leur parole n'est pas reprise dans les décisions ensuite. Donc quelles sont, à votre avis, les conditions vraiment pour que ces démarches collaboratives produisent des résultats irrévocables, irréversibles? Moi, j'en vois 2 très clairement. L'une concerne les valeurs partagées et l'autre les outils. Au niveau des valeurs communes, s'il n'y a pas quelque chose qui réunit les personnes, une communauté de valeurs ou d'intentions, il ne se passera pas, qui dépasse les intérêts privés, il ne se passera pas grand-chose. Et au niveau des outils, il faut effectivement, comme tu le soulignes, un cadre de sécurité, et pour cela des outils qui vont favoriser des dialogues de haute qualité relationnelle, comme la pratique du cercle ou la présence d'un facilitateur, par exemple.
Je dirais que dans les conditions de succès, alors je partage complètement et on utilise aussi beaucoup le cercle, la facilitation, beaucoup de méthodologies qu'on essaye de transmettre à travers nos ateliers pratiques. Ce que je dirais aussi, c'est du suivi dans l'action, c'est-à-dire on ne fait pas un coup pour voir et après il ne se passe rien. On essaye de mettre du suivi dans la durée. Et il y a une logique de maillage, de réseautage, de construction d'une communauté. Moi, j'appellerais ça même une communauté restauratrice de liens, de plaisir d'agir ensemble. Et quand on a cette espèce de maillage qui opère, alors les projets ne tombent pas dans le vide. Ils sont en vigilance de tout un collectif qui s'intéresse et qui suit l'action. Et ce maillage, ce réseau, c'est un effet induit des logiques d'intelligence collective et collaborative, et ça permet de s'inscrire dans la durée. Ça, c'est, me semble-t-il, vraiment très puissant. Des choses à rajouter sur les conditions je pense par exemple au périmètre de délégation, en fait, dans des démarches qui sont des démarches participatives. Il faut toujours, bien sûr, avoir une autorisation, entre guillemets, en tout cas un périmètre de travail qui soit budgétairement ou politiquement borné au démarrage, parce que sinon on peut aller vers des déconvenus, rêver et puis après s'apercevoir qu'on a zéro moyen, c'est compliqué. Donc il faut quand même avoir un minimum de cadrage de cette nature-là. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le plus possible les démarches d'intelligence collective à des parties prenantes variées, élus, associations, pourquoi pas des entreprises publiques ou privées, des citoyens, des chercheurs, de façon à ce que les solutions soient très créatives, mais qu'on ait aussi la validation politique et économique. Donc ça, c'est des conditions importantes aussi. Et vous pouvez expliquer l'idée que le chemin est tout aussi important ou plus important que le résultat, justement, dans ces approches-là, en fait. Oui, moi, par une phrase, c'est que ce sont des démarches qui se vivent au présent et qui s'inscrivent dans la durée. Donc, c'est un pas et puis un prochain pas. Et comme disait Lao Tzu, un voyage de 10 000 km commence toujours par un premier pas. Et comment ça se traduit justement dans l'Université de l'innovation, ces démarches de cheminement Je dirais que le premier cheminement, il est de soi-même. C'est un cheminement de soi-même pour soi-même. Et puis, il y a une transformation aussi de l'organisation, de l'équipe, voire de la structure. Donc, on se transforme soi pour transformer son périmètre immédiat. Moi, je parle des fois de bulles contaminantes pour donner envie, faire rayonner de l'énergie. Et puis, derrière, ça se traduit par des changements imperceptibles de structure et dont la durée, on peut voir une transformation opérer de façon intéressante. Et si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, ça serait lequel? Un seul conseil pour réussir leur démarche, des collectifs qui se lancent dans un apprentissage de ces approches-là? De saisir toute occasion de qualité pour faire ce premier pas d'une petite expérience irréversible de collaboration. Moi, le conseil que je dirais, c'est de garder en tête le pourquoi on innove, c'est-à-dire on innove pour les générations futures, pour la préservation de notre environnement, donc de se donner des gros objectifs très importants et de se les rappeler régulièrement. Et à partir de là, on trouve les moyens, les acteurs, les alliés pour réussir. Alors merci Anne, merci Denis. Merci Cécile. Merci Cécile. Merci Denis. Je nous souhaite à tous et à toutes maintenant de belles aventures collaboratives.